Bonjour et bienvenue dans votre émission de l'année. C'est votre émission qui vous donne la possibilité d'être bien sûr au parfum de l'actualité, votre émission qui donne la possibilité de connaître tout ce qui se passe ici à Kinshasa, la capitale, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Alors nous avons reçu pour vous un coordinateur de la société civile. Cette fois-là, nous avons un regard aussi particulier envers la société civile. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais représentés. Alors nous voulons quand même écouter la société civile. Que pense justement la société civile? Surtout qu'il y a le gouvernement chinois qui s'approche, et que pense et que dit justement la société civile. Quant à ce, nous avons reçu pour vous Karl Moïse, justement coordonnateur national de la coalition pour la sauvegarde des droits humains, CSDH en sigle, société civile bien sûr, ici en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de 3 sujets phares qui font débat bien sûr ici en République démocratique du Congo, entre autres bien sûr, tentative coup d'État dimanche dernier, vous le savez peut-être ici à Kinshasa, aux alentours de 6 à 5 heures, quelque chose comme ça, ici à Kinshasa, le 19 mai 2024. Et puis nous allons parler de l'installation du bureau définitif à l'Assemblée nationale après plusieurs reports. Finalement, aujourd'hui, nous saurons justement qui va justement diriger l'Assemblée nationale. Et nous allons le découvrir, nous allons écouter le coordinateur Karl Moïse qui va aussi donner son idée, qui va ajouter des fleurs, je ne sais pas moi, on va écouter sa réaction ici dans cette émission. Et puis nous allons aussi quand même brosser, parce que le gouvernement nous a pris du temps et on se pose des questions, quand est-ce que ce gouvernement sera justement publié, et bien sûr nous allons aborder ces sujets, toujours ici sur ce plateau avec notre invité. Je me répète, et je disais tantôt qu'il est coordinateur de la coalition pour la sauvegarde des droits humains, CSDH. Il est ici avec moi et vous allez finalement comprendre que je suis dans son bureau, à qui je dis bonjour monsieur. Merci. Bonjour madame la journaliste, merci d'avoir été là. Très bien, je disais tantôt avec vous, nous allons justement parler sur cette tentative du coup d'État qui a eu lieu dimanche dernier, 19 mai, ici à Kinshasa, la capitale. Coordinateur de la société civile, quelle est justement votre lecture de cette tentative de coup d'État? Certains parlent d'un jeu politique. Qui pensez-vous quant à ça? D'abord, avant de donner mon point de vue par rapport à ce qu'on appelle coup d'État, manqué, vous savez que c'est répandu dans l'opinion, ça a été justement la position de notre gouvernement. Et donc, je ne peux que condamner d'abord, en me fiant sur les déclarations ou le communiqué du gouvernement, en tant que défenseur des droits humains et partisan de la bonne gouvernance, de la démocratie, des principes démocratiques d'accès au pouvoir. Je ne peux que condamner un coup d'État, si il en s'agit d'un. Néanmoins, si je suis appelé, comme vous le dites, à donner mon point de vue en tant qu'analyste, en tant que lecteur des faits sociaux, politiques et économiques, j'aimerais dire qu'il y a eu un attentat ou un meurtre d'abord des concitoyens, notamment 2 policiers, mais également il y a eu tentative d'assassinat d'un candidat président de l'Assemblée nationale, en la personne de l'honorable Vital Kamerhe Lwakamindi, pour ne pas le citer. Comme je dois jouir de mon droit d'analyse en bon citoyen, électeur, je dois d'abord me demander que ce coup d'État qui commencerait par viser un candidat président de l'Assemblée nationale au lendemain du report de la date prévue pour le vote du bureau définitif. Il faut préciser qu'il n'est pas encore président de l'Assemblée nationale. Voilà, je parle du primaire. Candidat. Voilà. Les choix du primaire. Oui. Il a exprimé ses ambitions. La famille politique à laquelle il appartient a estimé qu'il fallait organiser des élections primaires. Il s'est soumis, comme tous ces challengers, à cet exercice et il a remporté. Et du coup, vous suivez tous ce qui se raconte partout et l'actualité politique notamment.
vous savez que parmi ces challengers, visiblement, il y en a qui n'ont pas digéré cela. C'est aussi légitime d'avoir des ambitions, mais je crois que c'est également obligatoire et légal de respecter les règles du jeu, surtout les règles légales. Alors revenons à l'événement coup d'État comme présenté, comme renseigné par les autorités qui ont cette compétence, mais nous devons quand même réfléchir aussi plus loin. À quelques mètres de chez Vital Kamerhe se trouve le palais de la Nation. Et si vous suivez le témoignage de Madame Chature Amida, qui est son épouse, il y a eu 1 heure de temps d'échange des tirs avant que l'intervention arrive. Mais c'est à quelques mètres. On vous dit, voilà, elle a dit sur son compte X que voilà, en tout cas ils étaient tous seuls, juste pendant tout ce temps-là, pendant 1 heure avant l'arrivée d'une intervention. Alors, des questions à se poser, qui sont légitimes à mon sens. À quelques mètres de la présidence, quand même, du palais de la Nation, des gardes, donc la partie, l'endroit où l'institution qui est censée être la mieux sécurisée du pays, même si on ne va pas intervenir chez Vital Kamerhe, mais on doit être en alerte, n'est-ce pas? Je veux préciser que je ne suis pas expert des questions militaires, mais j'avoue, je me dis, même stratégiquement, on peut être en alerte quand il y a crépitement de coups de balle, même sur le boulevard, parce qu'on sait qu'on a la haute protection à ce niveau. Et que dire que pendant tous ces temps, primo, les assaillants aient eu de la résistance chez Vital Kamerhe plus qu'au palais de la Nation. Parce qu'avoir le témoignage, les images, tout ça, tel que ça circule, on dirait qu'ils sont entrés comme chez eux. Vous voulez dire que la cible était seulement chez Kamerhe? Parce que même au palais de la Nation, ces assaillants ont fait quand même ont fait des tours au palais de la Nation. Vous voulez dire qu'ils ont juste ciblé la résidence du VK? Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que c'est comme cela que ça apparaît. Parce que vous savez que je ne peux pas donner les faits, je ne peux pas les qualifier, mais je fais ma lecture et mon analyse. À première vue, on connaît qui est le président de la République. S'il s'agit d'un coup d'État, la personne la plus visée, c'est le président de la République qui est le symbole, n'est-ce pas, de la nation. Mais est-ce qu'ils se sont trompés d'adresse peut-être? Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils devaient le retrouver là-bas? Donc, il n'était pas non plus, il n'était pas jusque-là président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il ne l'est pas encore, même jusqu'à ce soir. Donc, le choix du primaire, mais qui vous dit qu'un autre candidat ne pouvait pas être là et peut-être le battre? Donc, pour moi, c'est un député national, mais qui a exprimé ses ambitions d'être candidat, d'être président de l'Assemblée nationale. Alors, je dis, si à ce niveau-là, de la ville, des assaillants pouvaient, après avoir manqué le coup chez l'honorable Vital Kamerhe, et entrer aisément, c'est ce qui m'intrigue quand même, qu'ils aient pris le temps de se filmer sans rien faire, je ne sais pas, à moins que je sois mal informé, mais on ne m'apprend pas qu'ils ont arrêté certains éléments de la garde ou qu'ils les ont maîtrisés avant de faire toute la scène qu'ils ont montée à l'intérieur jusqu'à vouloir hisser un drapeau aux couleurs de l'ancienne République du Zaïre. Et du coup, un coup d'État organisé comme ça, tel dans une pièce de théâtre. Je me dis, même une pièce de théâtre serait quand même bien jouée. Il y a certaines précautions qu'on peut prendre même en jouant la pièce de théâtre. Voilà, vous arrivez, du coup vous criez, vous vous filmez en direct. Apparemment, ils ont distribué des vidéos et rien de plus. Rien de plus. De filmer, de mettre à la place publique sur les réseaux sociaux. Alors, bon, voilà pourquoi je ne rejette pas totalement la thèse de ceux qui pensent qu'il a bien s'agit d'une diversion
après avoir manqué le coup chez l'honorable Vital Kamerhe. Et donc, c'est pourquoi la CSDH, juste le matin, s'est exprimée également à travers son coordonnateur en disant que c'est inadmissible et qu'il faut que la lumière soit faite sur cette situation. Parce que tous les citoyens ont droit à la sécurité. Il n'y a pas que VK parce qu'il est honorable député ou l'institution ou le palais de la nation. Non, mais tous les Congolais d'abord, la sécurité pour eux-mêmes et leurs biens, c'est un droit. Et c'est un devoir de l'État. Donc, l'État a failli à sa mission à ce moment-là. Donc, on montrait, comme l'a dit l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, si jusqu'à ces points-là de la ville, on peut être insécurisé, qu'en sera-t-il de nos concitoyens qui sont dans des périphéries et tout ça, ou de nous qui n'avons pas aussi une haute sécurité que celle-là. Donc voilà, un peu, il y a des questions à se poser sur ce genre de pratiques qui deviennent de plus en plus courantes dans notre pays. Je crois que la justice devait nous aider à rétablir la vérité. Les autorités, on comprend, on fait foi à ce qui a été dit parce que c'est eux qui ont, c'est elles qui ont la primeur de l'information. Qui sait, peut-être en interrogeant les gens qu'ils ont maîtrisés, peut-être ils sont arrivés à cette conclusion-là de coup d'État, mais des analyses portent à croire qu'il a bien s'agi d'autre chose. Et s'il a bien s'agi d'un coup d'État manqué, nous condamnons toujours cette façon d'agir, cette barbarie. Très bien. Cordon, vous dites tantôt qu'il faut que la justice puisse justement établir la vérité. Mais il faut dire peut-être que vous êtes informé. Vous savez qu'il y a eu 3 cibles. On a également cité les noms de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est justement l'actuel ministre de la Défense, et puis la ministre Soumina. Comment est-ce que vous dites que ce n'était pas un coup d'État? Comment vous réfléchissez ainsi? Entre autres, il y avait 3 cibles. Madame, comme vous le savez, de tous les coups d'État que nous avons vus à travers le monde, ou dont nous avons entendu parler à travers l'histoire, je ne connais un seul coup d'État qui est commencé par un député national. Le coup d'État, c'est il faut prendre des éléments de contrôle, soit maîtriser l'autorité qui incarne la nation, soit maîtriser également avec lui son entourage, soit la chaîne nationale, soit l'aéroport, donc les lieux stratégiques. Généralement, c'est ce qu'on a même plus récemment avec la vague ici des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Vous suivez ce qui se passe, madame, ce n'est pas, vous n'allez pas chercher, donc vous laissez, il y a les camps, il y a des camps militaires, il y a des coins plus stratégiques et vous allez d'abord attaquer pendant 1 heure de temps, échanger des tirs chez un député national. Madame, Atayo Moko, comme nous disons ici à Kinshasa, donc il y a quand même matière à caution là-bas. Il a perdu 2 de ses gardes. Il a même perdu 2 de ses vaillants gardes. Et donc, vous comprendrez avec moi que ça ne demande même pas de l'intelligence pour analyser ça. Mais Cordon, les mêmes assaillants sont allés au palais de la nation. Mais pourquoi sont-ils allés après? C'est justement ce qui donne de la matière aux tenants de la diversion. À ceux qui disent que non, voilà, ils sont allés là juste pour chercher comment habiller leur forfait après avoir manqué leur cible. Et après là, parce qu'avant, nous avons, quand les informations sont sorties, et nous avons entendu parler de Cheveka après Cheveka, parler de la nation. Peu après, alors, d'autres victimes s'ajoutent, on ne sait pourquoi. Peut-être aussi la justice peut toujours aider à éclaircir tout ça. Je vous dis, madame la journaliste, que je ne fais qu'une lecture indépendante et dépassionnée également, mais en faisant un effort de rester juste. Je me dis, en interrogeant les faits, vous défendez le droit de l'homme, il faut... Ah bien sûr, bien sûr, je dois rester une église au milieu du village. Voilà, donc je ne comprends pas et pourquoi les autres victimes qui se sont ajoutées. Est-ce que c'est les assaillants qui ont dit qu'à part les 2 cibles où ils s'étaient quand même rendus, il y avait une 3e et une 4e? Très bien, mais même alors,
même en cherchant Jean-Pierre Bemba, son excellence, c'est un... il est le vœu même de la défense. Voilà. Est-ce que c'est l'honorable député qui est préséant au ministre de la Défense au cas où il faut un coup d'État? Même la première ministre, qu'est-ce qu'elle a à voir dans un coup d'État si on pense qu'on n'a pas encore pris le président qui nomme de surcroît la première ministre? Dans un coup d'État, qui est le premier à être ciblé? S'il te plaît. Dans un coup d'État, oui. Qui est celui-là le premier à être ciblé généralement? Bon, je dis que d'après l'histoire des coups d'État que nous avons lus, ça a appris, que nous avons entendu et que nous vivons encore dans la dernière vague de l'Ouest, hein, c'est généralement le président de la République. Très bien. Et chez nous, c'est le président qui incarne la nation. Si le président est en situation difficile, on sait tous que, voilà, c'est la nation qui se courbe, hein. C'est la nation qui se courbe parce qu'il l'incarne. Et donc, pour nous, et vous le savez mieux que moi, madame la journaliste, il y a peut-être beaucoup encore qu'on devait nous expliquer. Au nom du droit à l'information, c'est un droit citoyen également. On doit nous dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et il se cache quelque chose apparemment. Bon, je ne vous le fais pas dire. Hein. Moi, je veux que vous puissiez aussi vous déchaîner parce que vous défendez les droits de l'homme, vous défendez l'homme. Alors, il faut quand même nous dire, nous faire comprendre. Est-ce qu'il se cache quelque chose derrière tout ça? Ce qu'il se cacherait, c'est ce que je cherche également à comprendre. Parce que j'ai aussi droit à la bonne information. Exactement. Parce que jusque-là, je suis tenu à savoir, à n'avoir que l'information officiellement fournie. Néanmoins, c'est sur elle que je fais mes analyses, mes commentaires, n'est-ce pas? Je me dis, parce que, comme vous le savez d'ailleurs, d'aucuns se posent la même question, ça fait débat, ça défraie la chronique, il y a plusieurs tendances, et je crois qu'il y a convergence. Le même dimanche, les combattants bien sûr de l'UDPS ont barricadé la route, il n'y avait même pas moyen de passer. Le jeune qu'on appelle le progressiste, le jeune du progrès, de l'UDPS bien sûr, ils ont barricadé la route, il n'y avait même pas moyen de passer paisiblement. Alors c'est la question qu'on se pose. C'est comme s'ils se cachent derrière, il se cache quelque chose dans tout ça. Ils se sont révoltés tant que peuple, tant que citoyen du pays. Alors je ne sais pas si ça aurait à avoir lieu à ce moment-là. Pour moi, est-ce que l'occasion était bonne? Est-ce qu'elle était bien choisie? Est-ce qu'il y avait une déception? Est-ce qu'il y avait une révolte? Bon, je me dis, bien sûr, la manifestation, vous savez, dans notre pays, je ne vous le rappelle pas, parce que selon le elle est libre. Selon ces combattants, Bolingi Boboma, chef de l'État, c'est ce qu'on écoutait, c'est ce qu'on entendait dire justement. Alors, c'était pas quand même facile à digérer parce que... Voilà pourquoi je parle d'une déception, par exemple, parce que, bien sûr, qui peut souhaiter qu'on assassine son chef de l'État? Je viens de vous dire qu'il incarne la nation, il est le symbole de l'unité nationale. Et donc, c'est normal, ça peut être une déception, ça peut révolter quand on en arrive là. Parce qu'il faut le dire tout de même, dans cette théâtralisation, ils ont quand même saboté le palais de la nation. Et donc, c'est toute une nation qui a été humiliée. C'est toute une nation, il n'habite pas là. Mais il faut avouer que c'est un lieu symbolique. C'est son bureau officiel, madame. Et donc, à aller jusqu'à ce niveau-là est un lieu hautement sécurisé. C'est là qu'il y a encore des questions à se poser. Où étaient les éléments de la garde pour qu'il y ait une telle intrusion jusqu'à l'intérieur? Et où il y ait des gens qui chantent à la victoire avant de combattre. Vous vous en doutez, madame? Et donc, que cela énerve une partie de la population, militant soit-elle ou tout ça, voilà pourquoi pour moi, c'est légitime. Disent que c'était un jeu politique en voyant tout ça. Voilà. Est-ce qu'on doit dire que c'est un jeu politique? Jeu politique, je ne saurais pas, je ne sais ni avouer ni réfuter. Très bien. Je préfère plutôt laisser, et vous, madame la journaliste, et nos téléspectateurs,
en juger en lisant seulement les faits. Mais pour moi, la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est seulement parce que chez nous, le politique a démissionné de son rôle originel, de son contrat avec le peuple, qu'on attribue les antivaleurs aujourd'hui à la politique. Et donc, pour moi, un jeu politique, non, ce serait un jeu infractionnel. Je le qualifierais d'un jeu frauduleux, d'un jeu criminel qui est à décourager. Très bien. Parce que politique, pour moi, ça aurait... La politique n'est pas la malséance, madame. La politique n'est pas la malhonnêteté. La politique, ce n'est pas le meurtre ou les assassinats. La politique, c'est servir le peuple, et notamment le peuple congolais qui a ardemment besoin d'être servi. Beaucoup ont été assassinés ici, parce que vous dites tout à l'heure que la politique, ce n'est pas l'assassinat. Mais ici en RDC, nous savons quand même beaucoup qui ont été assassinés. Voilà. Je ne nie pas qu'il existe des assassinats politiques, madame. Oui, ça existe, mais c'est infractionnel. Et c'est en principe, si j'en ai appelé à la justice, comme c'est toujours mon slogan, d'ailleurs c'est la Bible qui me l'a inspiré, seule la justice élève une nation. Exactement. Et quand on parle de la justice, il n'y a personne qui soit au-delà de la loi dans un pays de droit. Nous avons souhaité un pays de droit, non? Un état de droit, comme on l'appelle. Même le président de la République ne doit pas être au-dessus de la loi si on est dans un état de droit. Que veux-je dire par là? C'est-à-dire quand il y a un problème d'assassinat et tout ça, on a besoin d'une justice. Même le chef de l'État lui-même l'a toujours dit, qu'il a besoin d'être aidé par la justice, mais la justice ne l'aide pas. La justice est malade. Je viens dire derrière lui que moi-même, la justice ne m'aide pas en tant que défenseur des droits de l'homme. Comment ça? Si, parce qu'on a besoin que tous ces faits-là, on ait des auteurs, que ce soit dans un procès équitable, qui respecte toutes les procédures des procès équitables et qui nous rendent la lumière. On a besoin dans des dossiers comme vous suivez avec moi, les détournements, les histoires des forages et des lampadaires, ça vous le savez très bien, madame. On a besoin que ces gens répondent de leurs actes et que la République et les citoyens soient restitués dans leurs droits. Et donc, on n'a pas besoin de la théâtralisation de la justice ou de la politique et tout ça. Et donc, des assassinats, pour revenir à ta question, je n'ai pas refusé qu'il n'y en a pas, mais je dis, on les qualifie d'assassinats politiques, mais pour moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, ce ne sont que des violations des droits de l'homme, ce ne sont que des crimes, soit des crimes contre l'humanité, soit des crimes politiques, soit des crimes économiques, comme ceux qui appauvrissent le peuple. Ce sont aussi des criminels qui méritent d'être au mauvais endroit. Très bien, pardon, très bien. Alors, une dernière question, avant qu'on passe justement au prochain sujet qui sera le tout dernier, faute de temps. Alors, dans un pays aussi sérieux, nous avons, le même dimanche 19 mai, on a parlé d'un coup d'État, tentative d'un coup d'État, et le soir, nous retrouvons un grand nombre de gens au stade de Martyrs pour un concert. Quelle est votre lecture en ça? Bon, pour moi, c'est un argument de plus qui vient étayer la thèse de la diversion au palais de la nation. Parce qu'on sait quand même, là où on a attenté à la vie de toute une nation, il y a certaines mesures rigoureuses. On devrait savoir qui sont les complices arrêtés, même au sein de l'armée, parce que pour qu'il y ait de telles intrusions, donc il devait y avoir eu des complices. On devait savoir le nombre de complices arrêtés, on devait être éclairé par les services de renseignement pour dire voilà, il y a eu ceci tel jour, il y a eu tel en communication avec tel. On devait prendre des mesures draconiennes pour dire voilà, pour contrer toute la menace. Mais ça n'a pas été le cas. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est une preuve peut-être que nos services de sécurité étaient plus forts la journée, et ils ont pu quand même sécuriser, y compris les concerts et tout ça, et tout ça. Mais on peut dire par ailleurs que
c'était en même temps les exposer. Si c'est vrai, on était dans un contexte de coup d'État le matin et que la journée, le soir, on ait eu un grand monde au stade pour les concerts. Je crois que c'est un grand risque quand même qu'on a fait prendre à notre population. Très bien, Cordon. Comme vous pouvez le remarquer, c'était tellement un bon sujet qu'on devait vraiment avoir cette occasion de comprendre exactement ce qui s'est passé le 19. Deuxième sujet, il est justement le choix du primaire. Que pensez-vous? On peut faire confiance à l'honorable Vital Kamerhe car il est le choix du primaire et dans quelques heures nous saurons déjà qui sera exactement le chef de bureau justement de l'Assemblée nationale. Madame Dorcas, comme vous le savez, nous prenons une démocratie. Et la démocratie a fait que la majorité impose son règle de jeu. Bien sûr, quand c'est une bonne démocratie, c'est en respectant la voix de la minorité. Celle-ci, elle est bonne. Et surtout celle du peuple, n'est-ce pas? Ah donc, parce que vous demandez si j'ai confiance, je n'aimerais pas trop avoir confiance. Okay. J'aimerais plutôt demander au cas où celui l'élu de bien travailler enfin pour ce peuple qui attend beaucoup de ce Parlement, qui attend beaucoup de cette chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale. Je ne peux épiloguer là-dessus. On sait que c'est la majorité qui dirige aujourd'hui. Le président de la République est issu de la majorité et il a la majorité parlementaire. Les primaires ont donné le choix, l'heure dévolue à Vital Kamerhe. Et donc, il n'est pas très évident qu'il manque. Il a déjà travaillé, il a beaucoup de compétences et il va quand même bien travailler. Vital Kamerhe, je dois avouer quelque chose, c'est quelqu'un qui connaît bien le problème de ce pays. Okay. Il connaît, je crois, ou à l'entendre dire, il connaît même beaucoup de solutions. Il en a tellement proposé même quand il quittait son premier perchoir, je crois il y a 15 ans déjà. Okay. Dans sa théorie de la locomotive, je rencontre son principe là où il dit que c'est la RDC qui devait impulser le développement de l'Afrique. Malheureusement. D'ailleurs, je crois du monde aussi. Malheureusement. Eh bien, malheureusement et malheureusement encore. Très bien. Mais pour le pays, nous allons dire heureusement qu'on peut encore sauver. Qui va sauver il y a RDC. une volonté. Vous voulez dire que c'est Vital Kamerhe qui va sauver la RDC, Cordon? Je ne voudrais pas. On a l'impression que vous êtes trop proche de Vital Kamerhe, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne voudrais pas. Vous ne me donnez pas la bonne impression. Non, écoutez, ne me prêtez pas des intentions. Vous défendez des droits. Je dis, heureusement qu'on peut encore sauver l'image. Grâce à Vital Kamerhe. Non, parce que je parle du pays. Okay. Parce que je parle du pays, ne confondez pas. Parce que pour lui, je ne veux pas lui souhaiter une mauvaise chance. Okay. Alors que je sais qu'il incarne ou il incarnera tous les regards du peuple. Parce que là, dans la chambre basse, ce sont les représentants directs du peuple. Alors pour moi, je dis malheureusement, nous n'avons pas réussi à être la locomotive qui tire tous les autres pays d'Afrique derrière nous pour un développement intégral. Mais au contraire, c'est nous qui traînons tous les autres États africains qui ont pris conscience à décoller. Nous sommes un frein. Alors, je dis, heureusement que s'il existe la volonté, on peut encore changer quelque chose. Et pour moi, et c'est là je crois que vous ne m'avez pas bien suivi, dans sa théorie de la locomotive, il a démontré les potentialités sur lesquelles le chef de l'État est revenu lors de sa première investiture. Notamment, nous avons plus de 120 hectares de terres arables en RDC. Et donc par là, nous pouvons nourrir non seulement nos populations, mais également les populations d'Afrique et du monde. Mais aujourd'hui, que nous soyons nourris par le Pakistan ou que le prix galope chez nous des denrées alimentaires parce qu'il y a guerre en Ukraine, c'est une honte notoire. C'est une honte notoire. Ça ne s'appelle pas de la politique, ça. Tout l'argent pour les 100 jours, tout l'argent pour les palissades et tout ce que vous voulez,
Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de canaliser ça et propulser ne fût-ce que l'agriculture pour nourrir ce pays? Tout l'argent détourné dans des lampadaires, dans des forages et tout ça, est-ce que même les besoins sont bien pensés au départ? Est-ce que le vrai besoin entre désenclaver notre pays qui est riche pour faciliter des échanges commerciaux entre nos villes, entre nos territoires et nos peuples, ce qui, de surcroît, résorberait même l'insécurité? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec des détournements, des forages ultra surfacturés? Est-ce que nous aimons ce peuple? Et donc, pour moi, je voulais dire, il connaît le problème du pays. Il s'est fait des exercices, y compris scientifiques, notamment livresques, en essayant de proposer des solutions. Alors je me dis, peut-être, s'il a la chance de revenir dans son fauteuil-là, des speakers, primo, l'expérience rend sage. Deuxièmement, on peut apprendre de ses erreurs. Et donc, il a le temps à gagner aussi pour refaire, pour redorer son image et ainsi redorer également la confiance que le peuple à un certain moment lui avait donnée pour dire que Kamere au Parlement, il est meilleur, il est mieux. On l'a vu quand même dans des exercices démocratiques au Parlement, l'opposition avait la parole et voilà, il s'est fait passer pour un tenant de la séparation de pouvoir comme Montesquieu l'a proposé. Et moi je suis de cette thèse-là que le pouvoir, pour que les tenants du pouvoir n'en abusent pas, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est ce qu'on disait dans le premier sujet en parlant de la justice. S'il y a une justice capable, une cour constitutionnelle par exemple, capable d'interpeller le Premier ministre ou le chef de l'État, par exemple, le chef de l'État doit réfléchir par deux fois avant d'agir. S'il y a une justice pour interpeller tous les ministres et consorts, même faisant fonction, eh bien, avant d'agir, ils doivent réfléchir par deux fois. Et donc, c'est là que ça crée l'équilibre. Si le Parlement peut dire, voilà, tel ministre, motion de défiance ou de déchéance et tout ce que vous voulez, et un contrôle parlementaire efficace est fait, vous pensez qu'il y aura ce genre de détournements spectaculaires auxquels on assiste impunément, madame la journaliste? Je crois non. Et donc, on peut être tenant d'une bonne thèse sans fanatiser personne. D'ailleurs, moi je suis apolitique, comme vous le savez très bien, mais je crois que je peux lui souhaiter la bonne chance. Parce que je crois que politiquement également, il a tout à gagner. Il a tout à gagner en rendant, en redorant également l'image du Parlement. Vous savez combien on en parle aujourd'hui, madame, dans la législature passée. Vous savez ce qu'il en a été. On se plaint. Pourquoi les mêmes familles sont revenues à l'Assemblée aujourd'hui? Très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des AM, des autorités morales qui ne nous ont pas entendus. Oui, quand nous disions que, par exemple, il faut nettoyer la loi électorale, ne reconduisez plus, par exemple, la discussion de l'argent ou des dons pendant la campagne électorale. Une même liste ne peut pas contenir les membres de la famille. Une seule personne ne doit pas se faire élire député national. Tout ça, ça rentre dans la corruption. Très bien. Une même personne, député national, sénateur, gouverneur et ministre. Très bien. Voilà, donc je crois qu'on a besoin d'un bon Parlement et d'un bon président du Parlement qui remette le débat de la République sur la table, qui remettent au rendez-vous les questions essentielles de la vie socio-économique du pays, qui va faire revenir le prix du pain. Oui, ça doit être débattu au Parlement. Le pain, même les grammages du pain qu'on nous donne, à combien on nous les vend? C'est pas prix représenté. Alors, c'est la question qu'on se pose. Absente, alors vous n'aimez pas accompagner la ministre actuelle parce que vous êtes proche de la population et que vous savez aussi le problème qui ronge justement la population congolaise. Nous connaissons le problème qui ronge la population, nous les documentons au quotidien et nous en avons les plaintes et les rapports tout le temps. Et nous en faisons rapport, madame. Mais si la société civile n'est pas associée, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de compétences. D'ailleurs, je me dis que
je me dis, et je n'exagère pas madame, les seules compétences qui nous restent ne résident qu'à la société civile madame. Et donc, accompagner si on n'aime pas accompagner, non. Justement, on n'aime pas accompagner le gouvernement, mais on n'aime pas accompagner les politiciens, on aime accompagner le peuple. Parce que nous, on est du côté du peuple. Et si la première ministre juge, par exemple, qu'elle ne voudrait pas associer ceux qui incarnent les intérêts du peuple ou qui les exprimeront sans gants, eh bien, c'est à elle d'en juger. Est-ce que vous devrez attendre auprès de la ministre ou encore vous devrez aller vers elle pour apporter des amendements et comment vous pouvez justement l'accompagner durant son mandat? Madame la première ministre, je crois que vous savez, elle a été abordée par la société civile. Elle l'avait même reçue. Et d'autres, plusieurs d'ailleurs, structures ont demandé à la rencontrer. Je crois qu'il y en a qui l'ont fait et il y en a qui n'ont pas été reçus. Ce n'est pas de leur faute. Néanmoins, nous ne sommes pas demandeurs des pouvoirs à la société civile. Parce que d'abord, nous sommes apolitiques. Mais si la chef du gouvernement pense qu'elle peut compter ou elle a besoin de l'expertise qu'il y a à la société civile, du patriotisme qui anime les acteurs de la société civile et le travail bien fait dont ils sont partisans, eh bien, on ne force pas la main du chef. C'est à elle d'en juger. Parce que, comme je l'ai répété encore, on n'est pas là pour aller demander... les philosophes disent, madame, qu'il faut vous méfier des gens qui aiment le pouvoir parce qu'ils en abusent toujours. Très bien. Et ceux qui n'aiment pas le pouvoir, sûrement qu'ils ont le principe de bonne gestion et ce n'est pas à eux de les vendre comme des cacahuètes et tout ça. Encore que vous savez qu'aujourd'hui, notre démocratie est tournée en partitocratie où c'est les chefs des partis politiques qui décident et qui alignent les ministrables et tout ce que vous voulez. Vous connaissez ce qui se passe non seulement dans la capitale ici, mais y compris dans des provinces, madame. Très bien. Donc, mais il y a une exhortation peut-être à mettre là-dessus. Okay. Si nous vous aimons vraiment ce pays, okay, si nous voulons aider ce pays et pour que les autres nous respectent à travers le monde, okay, ce n'est pas dans des tours que nous allons faire, mais c'est également en promouvant la compétence et la méritocratie. Très bien. Tant que ce sera passé par des chefs des partis pour le népotisme, on n'aidera jamais ce pays parce que plusieurs talents sont cachés et ils sont thésaurisés à la société civile et personne n'en veut utiliser. Très bien. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le remarquer et le constater, bien sûr que nous sommes arrivés bel et bien à la fin de notre magazine d'émission, comme vous le savez toujours, Tolobéa News. Comme vous le savez, votre émission qui donne justement la possibilité d'être au parfum de l'actualité. Et c'était un très bon sujet. Et je pense que vous avez aussi reçu certaines réponses à vos questions, les questions qui taraudent plus d'un Congolais du jour au lendemain grâce au coordonnateur. Voilà, mesdames, messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous Karl Moïse, il est bien sûr coordinateur national de la Coalition pour la sauvegarde de droits humains, une structure membre, bien sûr, de la société civile. Vous avez justement compris que nous avons parlé de sujets phares qui taraudent, qui font débat ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et il faut de temps, nous devons que nous arrêter. Je pense que prochainement, nous allons encore revenir vers lui pour des questions qui concernent justement, qui taraudent peu d'un Congolais ici à Kinshasa, à la capitale. Au revoir et sur notre développement.